Bonjour Vanessa, Salut François-Xavier. je suis ravi de faire cette rencontre avec toi Moi aussi. et de nous parler de ton nouveau livre Les Messagers du rêve sur Oui, les enseignements des peuples aborigènes et édité de Tout et du Tout. Et c'est un petit livre facile à lire mais qui nous apprend énormément de choses sur les peuples premiers nations d'Australie. Et c'est vraiment incroyable. Merci pour cet ouvrage. Je le conseille à tous, hein, c'est vraiment très sympa à lire. Et juste une question pour ceux qui te connaissent et qui ne te connaissent pas encore. Qui es-tu, Vanessa, en fait? Comment tu peux te décrire en quelques mots? me définir. Ouais, Euh, c'est vrai que la première chose qui vient, c'est artiste hein, et voyageuse du rêve, on va le dire comme ça. Artiste voyageuse du rêve. Enfin, j'aime bien les grandes odyssées à travers le monde, mais aussi à travers l'univers de l'invisible. Et c'est pour ça que les aborigènes m'ont attirée assez rapidement, en fait. Enfin, j'étais pas du tout... rien dans mon enfance m'a prédestinée à m'intéresser à l'Australie ou aux aborigènes, hein, mais un jour, j'ai vu un film qui m'a bouleversée et j'ai eu un appel, mais instantané, vers ces peuples. Et j'ignorais pourquoi au début, parce qu'à l'époque, je me posais pas vraiment de questions existentielles. J'avais, oui, certaines capacités, connexions avec le monde de l'invisible, mais ça me faisait très, très peur. Mais quand j'ai connecté ces peuples-là, j'ai eu un appel, mais c'était vers certainement au début pour comprendre quelque chose que j'arrivais pas à comprendre et à définir derrière ces dimensions de l'invisible qui me faisaient peur. Je voyais qu'il y avait quelque chose à découvrir, mais je ne savais pas quoi. Donc je, je me suis dit la meilleure façon de les rencontrer. J'avais compris que c'était quand même des peuples marqués par la colonisation, très très fermée, hermétique, et que j'aurais. En plus, je parlais pas anglais, donc je me suis dit la chance de la rencontrer, elle est vraiment minime. Ce lien au sacré, ce lien à nos racines aussi, à la fois terrestre et céleste. Bon, c'est 20 ans de ma vie, hein, le travail avec les aborigènes. Donc maintenant, pour résumer tout ça, au début, le chemin, il était flou. J'avais juste un appel viscéral. Maintenant, il devient beaucoup plus clair. Et voilà, ils m'ont appris à être dans un corps. Et à travers ce corps bien ancré aujourd'hui, bien solide, bien enraciné, ben, maintenant, je peux voyager avec discernement dans les mondes un peu subtils. mais là, on parlera un peu. Le messager du rêve, c'est le rêve, c'est Hmm. toute la. C'est tout, c'est tout ton livre, en fait, hein, c'est le messager du rêve, et j'ai oublié de le préciser, mais ça parle de tout cet univers-là, en fait, dans ces peuples premiers australiens. Mhm. Et quelle a été ta grande étape au final d'écrire ce livre, en fait? Parce que dans le livre, au début, tu dis, est-ce que il y a une petite peur, il y a une petite réticence à écrire ce livre? Et après, ça, d'un coup, tout s'ouvre à toi pour écrire ce livre, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de tout ce processus? Pourquoi ce deuxième livre Bah, le premier, c'est vrai que Ma peau d'un autre monde, qui a été édité par Mama Édition en 2021, c'était un livre qui a été comme d'abord une guérison, parce qu'il fallait que je voulais raconter toute mon odyssée australienne et mes rencontres avec ces peuples incroyables. Il y avait le film que je faisais, mais moi, ce que je vivais derrière, personne n'en savait rien. Et ça me trottait depuis des années, mais incapable de poser une plume ou un stylo, enfin, une ligne sur un papier. J'avais peur. Mais j'avais pas conscience que j'avais peur. Je le sais maintenant avec le cheminement. Et je me sentais pas légitime déjà de parler d'une culture qui est pas la mienne, parce qu'on parle beaucoup d'appropriation culturelle maintenant chez les descendants aborigènes qui sont très engagés pour défendre les droits des peuples qui, eux, sont encore traditionnels. Bon, il y a ça, puis c'est des cultures tellement profondes. Comment parler de ces cultures qui sont plus anciennes enfin, que l'humanité, enfin presque peut pas quantifier les niveaux, les degrés de compréhension de leurs histoires ancestrales, de leurs rêves, ce qu'ils appellent les rêves, les histoires qui racontent leur création. Et je me disais, mais comment moi je peux parler de ces cultures, c'est pas possible. Donc il y avait toutes ces peurs mêlées. Et puis il y avait notamment la peur de me mettre en avant. Voilà. Et le premier livre a servi à faire cette première étape d'accepter de montrer mon visage, de parler de moi, mais dans l'intimité la plus profonde. Je veux dire, j'ai tout livré là. Même des trucs où j'ai honte encore hein, aujourd'hui. Hein. Je n'assume pas encore complètement le premier livre. Hein.
Et le deuxième, par contre, là, je suis très fière, là, Les Messagers du rêve, parce que c'est le livre du moi réalisé, du moi qui assume voilà, tout le travail que j'ai et les transformations intérieures que j'ai vécues grâce aux aborigènes. Ils m'ont tout apporté, vraiment. Je dis souvent que c'est ma colonne vertébrale, les aborigènes, quoi. C'est ma structure, bam. Ils m'ont appris à être dans mes racines. Donc ce livre, c'est pas moi, c'est moi qui ai accepté de livrer des choses qui m'ont été transmises et dont j'ai l'autorisation aussi. Rien non plus d'exceptionnel. Je veux dire, des anthropologues en ont parlé. Hein. C'est pas des choses ultra secrètes. Hein. Mais voilà, j'ai l'autorisation de diffuser certaines choses. Et aussi, j'ai eu des validations, mais sur le plan spirituel. Voilà, plus que des validations, il y avait vraiment des synchronicités et le monde ancestral qui tapait à ma porte. J'ai eu des phénomènes surnaturels, sincèrement. Des trucs hallucinants qui font qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah vas-y, allez, maintenant t'y vas. Tu t'assois et puis tu transmets ce qu'il y a à transmettre, mais c'est surtout la vibration qui passe dans ce livre qui est important, qui est la vibration du monde ancestral. Quand je parle du monde ancestral, c'est pas le monde de nos défunts, c'est le monde spirituel qui... Chez les aborigènes, voilà, les ancêtres, ce sont les forces cosmiques à l'origine de la création du monde et des peuples. Voilà. Donc ce sont ces ancêtres-là dont on parle, ces forces cosmiques. Pour les aborigènes, ce sont des forces qui peuvent se transformer en animaux, en humains. Elles sont métamorphes. Hein. Elles peuvent prendre les formes qu'elles veulent et venir se présenter devant toi sous la forme d'un cheval. Hein. Mmh. Ces ancêtres-là, voilà, on ignore exactement ce que c'est, mais ça vient du monde spirituel. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a poussée qui est venu taper à ma porte et qui me disait, voilà, on transmet ce que tu sais, mais il faut que la vibration passe, parce qu'à un moment, je parlais toujours au passé, et j'ai même eu le message qu'il fallait plus que je parle au passé, mais que je remette les choses au présent. Ce que je n'osais pas dire des aborigènes, que je posais ça sur les anciens aborigènes, je voulais dire, aujourd'hui, c'est fini, ils ne vivent plus ces choses-là. Le monde ancestral est venu me dire, non, c'est toujours présent, il ne faut pas le mettre au passé. Donc, en fait, dans le message, dans ton livre, c'est que ça reste toujours et toujours présent. En fait, c'est pas la culture est présente, c'est simplement la réanimer et la refaire vivre. Exactement, et c'est exactement l'objet des cérémonies qui continuent de se perpétuer dans certaines communautés aborigènes, qui sont encore très traditionnelles. Quand les aborigènes font une cérémonie, ils chantent, ils dansent, et ça, c'est pour réactiver la force qui a fertilisé leur terre et leur essence. Ils sont complètement... pour eux, l'ancêtre, ils portent l'énergie spirituelle de l'ancêtre en eux. C'est comme s'ils sont l'ancêtre. Donc le fait de danser et de chanter permet de réanimer la source vitale, qui est à l'origine de leur création. Donc pareil, dans ce livre, en transmettant cette vibration-là, je réanime cette force sacrée qui fait qu'on est vivant, quoi. Quelque chose c'est une énergie qui est impalpable. C'est pas de l'émotion, c'est une énergie, quoi. Voilà. C'est une énergie plus grande que nous qui est là, qui est présente dans tout ce qu'on fait. Tous tes voyages que tu as fait en Australie avec ces peuples premiers australiens, qu'est-ce que ça t'a transformé, ton intériorité? Qu'est-ce qui t'a changé en toi, en fait? En fait, tout, mais ça s'est fait vraiment sur la longueur. Hein, parce que moi, ça a été long de déformater. En fait, j'ai fait... Chaque fois que je faisais un film... Bon, mes films ne sont pas faits en une fois. Déjà, il y en a eu un premier, les derniers trackers, où j'étais fascinée par les personnages des trackers. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un tracker? Trackers, ce sont des hommes qui recherchent dans le bush des gens ou des gens perdus qui lisent en fait leur environnement. Et les aborigènes ont une capacité incroyable de se reconnaître dans l'espace, parce que l'Australie, c'est extrêmement grand. On peut très vite être désorienté et mourir de déshydratation. Nous, pauvres touristes, on peut vite se perdre et mourir dans le désert, alors que voilà, les aborigènes, ils connaissent, ils ont un sens inné de la géolocalisation. Ils peuvent lire à quel moment telle personne ou tel animal est passé, parce qu'il y a une trace dans le sol, où ils peuvent mesurer le degré d'humidité qui est tombé et te dire, voilà, il y a tant d'heures,
Par exemple, cette herbe, elle a été pliée il y a tant d'heures, par exemple, au passage de tel animal. Enfin, tu vois, c'est le caillou, hop, il a été déplacé par le mouvement de ce pied-là. Il a fait tant de centimètres à gauche. Ça veut dire que la personne avait une force motrice pour marcher. Enfin, pas avec ces mots-là, mais tu vois, ils ont ce sens, quoi. Et donc, les trackers, c'est des aborigènes qui ont été employés pendant toute l'époque coloniale par les Blancs, par la police blanche, pour trouver des gens perdus, des prisonniers en fuite aussi. Il y a des grandes histoires de prisonniers qui sont évadés, même des aborigènes. Et d'autres aborigènes, d'autres clans aidaient la police à retrouver des prisonniers, les traquer, parce que à un moment donné, les moyens des colons n'étaient pas suffisants. Donc voilà. Donc, moi, mon premier film et mon premier appel, c'était les trackers. J'étais fascinée par ce personnage capable de pister des gens comme ça et de lire l'environnement et, pendant des jours et des jours. Et on a fait un documentaire, voilà, pour France 5 avec une production. Et ça, c'était mon premier contact avec l'Australie aborigène. Et là, j'ai vu les derniers trackers australiens qui sont maintenant partis. J'ai eu la chance de rencontrer ces messieurs-là. Mais enfin, la puissance, le charisme, le regard, tout. Tu es face à ces personnes, tu trembles, hein, vraiment. Mais tu trembles pas de peur, ou c'est que d'un coup, il y a un truc en toi qui se passe. Déjà, ça te transforme. Et donc déjà, ça, c'était une première transformation. La claque du pays. Je vivais à Paris, enfermée dans un 20 mètres carrés, avec la vue sur les buildings, et j'arrive dans un espace monumental, une lumière qui m'écrase, des tronches d'un autre monde. J'ai eu le tournis, je me suis sentie mal, je me suis dit jamais plus je retourne là-bas, j'étais trop angoissée. C'était un premier travail alchimique, tu vois, déjà de faire ressortir toutes les angoisses que j'avais en moi. Ça, c'est le premier contact avec l'Australie. Je me suis dit, j'y retourne plus jamais. Et puis finalement, je suis retournée pendant 20 ans. Ça s'est jamais arrêté. Il y avait tout le temps un appel. Fallait que j'y retourne, fallait que j'y retourne, fallait que j'y retourne. Et donc, je faisais des mues. À chaque tournage, je faisais une mue. Donc voilà, je peux pas dire exactement ce que j'ai vécu comme transformation. C'est juste que ça m'a amené 20 ans après à j'étais une personnalité hyperactive, qui projetait tout le temps de faire ça, tant de tel film. Il fallait faire aboutir tous mes projets. Je veux dire, le moment présent n'existait pas. J'étais que dans le futur. Et maintenant, juste, j'arrive plus à projeter. L'idée même de réfléchir à des questions, ça me prend la tête. Je suis dans le moment présent très souvent, le plus souvent possible. Et comme les aborigènes, j'accueille le flow et je vis ce que j'ai à vivre au moment où j'ai à le vivre. Mais j'ai toujours des peurs, hein. On va pas se mentir. Je n'ai pas éliminé ça. Comment ce peuple se relie-t-il alors avec le rêve, avec les ancêtres, avec les guérisseurs et la vie en général, en fait? Comment ils se relient leur quotidien, on va pas se mentir, est très compliqué, hein. On va parler des peuples qui sont encore sur leur terre traditionnelle. Parce que comme il y a eu beaucoup de métissage, il y a beaucoup de descendance aborigène. Donc il y a des aborigènes qui vivent en ville, qui sont blancs comme toi et moi, et qui doivent prouver leur aborigénalité s'ils veulent faire de la création artistique en disant qu'ils sont aborigènes, il faut qu'ils le prouvent, tu vois. Donc on va parler de ceux qui sont encore sur leur terre traditionnelle, qui n'ont pas été déracinés, ou alors qui y sont revenus après une certaine époque. Dans les années 80, il y a eu un retour sur des terres, parce que comme ils avaient été déplacés pendant la colonisation, certains sont revenus. Leurs conditions de vie sont très, très, très difficiles. Donc, partie de là, comment ils se relient les cérémonies, quand ils ont encore... ils arrivent encore à réunir des gens, ça se fait encore, hein, mais c'est plus comme avant. C'est-à-dire, ça prend du temps pour réunir des centaines de personnes, et on peut plus, comme à l'époque, les garder 4 mois. Avant, c'était 4 mois de cérémonie. Maintenant, ça va durer beaucoup moins longtemps, parce que tout le monde a des impératifs, il y a toujours un accident, un enfant à l'hôpital, et tout. Et dès qu'il y a une personne qui décède, tout le monde part à l'enterrement, hein, même tout le pays se déplace, hein, donc voilà. Donc il y a les cérémonies, quand elles se font, par le chant, la danse. Alors là, par contre, quand on rentre dans ces aspects-là, c'est magnifique, hein. Des chants qui sont multimillénaires. Il y a encore des chants qui sont chantés par des anciens dans des langues qui ont disparu, mais continuent de chanter, parce qu'ils se transmettent. Alors, c'est des sections d'histoire qui les relient à leur origine. Alors,
à leurs rêves. Donc chaque aborigène est le gardien d'une section de l'histoire de sa création, de la création de sa terre. D'une ou plusieurs sections. Donc les sections, c'est 1, 2, 3 phrases qui se répètent en boucle. Hein. C'est pas non plus des grandes épopées. Mais certains anciens qui ont passé un certain nombre d'initiations connaissent des centaines de chants. Plus tu as des chants, plus tu es sage, plus tu as de la connaissance, plus tu es sage, hein, plus tu es riche. Donc voilà, il y a les peintures corporelles aussi. Donc aussi, il faut avoir passé un certain nombre d'initiations pour avoir l'autorisation et la capacité de peindre les corps. Tu vas peindre ils appellent ça design, hein, le design de ton rêve, parce que chaque histoire a sa matrice. Et c'est cette matrice qui peut être peinte suivant les cérémonies, sur les corps, à l'ocre. Et c'est la vibration de l'ancêtre. Quand tu peins la matrice sur le corps, c'est la vibration de l'ancêtre qui a fertilisé ta terre, qui fait partie de toi. Hein. Voilà, qui porte la vibration spirituelle. C'est en fait, tu aussi, tu pourras nous éclairer un peu plus, mais c'est pas comme nous, on voit l'ancêtre de la famille, c'est l'ancêtre qui est au-delà de tout, en fait. Ouais, c'est l'ancêtre totémique. Je vais endormir tout le monde, je sais, si je parle de ça à chaque fois que je... Mais là, je sais que intéressant. c'est très intéressant, mais je sais que je vois les gens bâiller quand je parle de ça. Mais c'est parce que c'est complexe, en fait. C'est ça. J'essaye de simplifier. Hein, mais... Parce qu'on nous, d'un coup, on entend ancêtre, on pense aux armoiries, tout ça. Voilà. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment, faut imaginer, c'est quelque chose qui est au-delà de nous et que c'est une descente d'énergie et qui représente cette énergie sur le corps, en fait. C'est bien ça que j'ai un peu compris en lisant le livre. Il y a plusieurs types de totems, mais disons, voilà, on a une nation aborigène. Parce que il faut imaginer l'Australie, c'est plus grand que l'Europe. Hein. Elle était recouverte de nations aborigènes. C'est pas un peuple. Hein. Les aborigènes, on estime entre 400 et 700 peuples qui partagent cette même cosmogonie du temps du rêve. Mais ils n'ont pas les mêmes langues. Donc imaginez 400 groupes aborigènes qui n'ont pas les mêmes langues, qui partagent cette cosmogonie. Et qui n'ont pas les mêmes lois, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ancêtres. Bon, déjà. Donc imaginez un groupe aborigène au milieu de l'Australie. Lui, son totem principal, c'est l'ancêtre émeu. Je prends toujours cet exemple parce que c'est un ancêtre très très commun. C'est une force cosmique qui vient d'un espace du ciel, la Voie lactée. L'émeu, la force cosmique qui vient de la Voie lactée, il a voyagé, par exemple, du nord au sud, comme ça, de l'Australie. Toute cette route sur laquelle il a voyagé, eh ben, tous les peuples, il a créé les hommes, il a créé le paysage, il a créé les montagnes, sur tout cet itinéraire. Et tous les humains qui sont sur cet itinéraire sont issus de cet ancêtre-là, donc ils portent la force spirituelle en eux de l'émeu. Alors l'émeu, c'est aussi un animal en Australie. Mais là, on parle de l'émeu céleste. L'émeu céleste, nous, on regarde les constellations dans le ciel comme des lignes entre les étoiles. Mais les aborigènes, eux, ils regardent les fonds noirs entre les étoiles qui ont des formes. Oui. Donc eux, ils regardent les fonds noirs entre les étoiles. Et là, dans la Voie lactée, on voit qu'entre les étoiles, le fond noir, ça donne un peu une forme d'émeu allongée, l'animal qu'on a en Australie, cette autruche-là. Mmh. Donc eux, ils y voient un émeu allongé. C'est pour ça qu'ils l'appellent l'ancêtre émeu, parce qu'il a la forme de l'émeu dans le ciel. Donc en fait, voilà, cette énergie spirituelle, elle a ensemencé une partie du paysage australien, mais dans le ciel, il y a d'autres taches sombres, voilà, qui ont des formes, certains formes de crocodile. Il y a donc l'ancêtre qui vient du ciel et qui a la forme du crocodile. La force cosmique, elle est venue, elle a traversé de l'Australie de tel point à tel point. Elle a créé tout ce paysage. Donc tous les gens qui sont dessous portent sa substance. Voilà. Ouais, c'est super, voilà. En fait. Voilà, En fait, c'est donc chaque direction par rapport à la constellation du noir qui est à l'intérieur va représenter une direction qui va amener tous les peuples de cette direction ont la même ancêtre en fait. Alors c'est l'ancêtre général. C'est l'ancêtre général. Voilà. Et donc, alors imaginez tous ces itinéraires, tous ces ancêtres dans le ciel, toutes ces forces cosmiques dans le ciel que les aborigènes nomment sous forme animale. Hein. Parce que aussi à l'époque, c'est des forces cosmiques qui se métamorphosaient, hein, en animal, en humain, en éléments, en pluie, voilà.
Donc, pour les aborigènes, elles sont nommées comme une forme animale. Bon, ça simplifie un peu le truc. Imaginez il y a la carte de l'Australie et tous ces itinéraires qui sont des routes ancestrales. Et vous imaginez le plan de métro de Paris qui recouvre l'Australie, voilà, toutes ces lignes-là. Et ben ça, ce sont ce qu'on appelle les pistes chantées, parce que les aborigènes, autrefois, quand ils avaient plus les moyens physiques de se déplacer dans le désert pour se nourrir au rythme des saisons, d'aller là où il y avait des points d'eau, etc., etc. Ils suivaient la piste de leurs ancêtres, et tout en faisant le chemin, on parle de 3000, 4000 km, ça ne se faisait pas en 2 jours, c'était des mois et des mois de voyage. Et ben, ils chantaient le paysage. Ils rechantaient l'histoire, le moment où l'ancêtre, à cet endroit-là, il a formé ce paysage. Donc, il y a une montagne, il y a une histoire liée à cette montagne. Donc, disons, l'émeu est passé par là, il a croisé le dingo, ils se sont battus, et puis l'émeu a saigné et la montagne est née. Voilà. Donc là, les anciens, ils chantaient jusqu'à arriver. Et ils se repéraient dans le paysage aussi par rapport à ces points comme ça. Donc ils savaient qu'au bout de tant de fois où ils chantaient, tant de temps, ils allaient arriver à la montagne là, la montagne sacrée de l'émeu. C'est un exemple que je donne, c'est la montagne sacrée où l'émeu a été blessé. Bam, ça, on savait que c'est un site sacré. Donc ils restaient là, ils faisaient des cérémonies, ils rappelaient l'histoire en chantant. Bon, mais toutes ces pistes-là qui croisent l'Australie, toutes ces lignes de métro, là, il y a des intersections avec d'autres ancêtres. Et ben, les points au milieu qui font les intersections, ce sont des sites sacrés qui appartiennent à tous les peuples dont l'ancêtre est passé par là. Il y en a, l'ancêtre, il est passé sous la terre au même endroit. Il y en a, l'ancêtre, il est passé là, au-dessus. Il y en a un, il est passé comme ça. Et donc, des fois, tu as plusieurs peuples qui partagent le même site sacré. Alors, autrefois, quand ils pouvaient se réunir, tous les peuples traversaient le pays pour se rejoindre cet endroit. Il y avait certainement, peut-être une fois tous les ans ou tous les 5 ans, une grande réunion générale où il y avait des centaines de personnes qui ne parlaient pas la même langue. Et rechantaient l'histoire, le bout d'histoire de ce lieu. Donc c'est un passage sur la route de l'ancêtre. Voilà. Chacun racontait sa section de l'histoire en chantant, en dansant. En dansant, il mimait ce qui s'était passé. Et tout ça faisait que le lieu était réactivé sur le plan énergétique, spirituel. Donc c'est ça la reliance à la Terre. C'est super, c'est magnifique en fait. En fait, quand tu creuses, c'est une beauté absolue. Mais pour comprendre ça... C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que le guérisseur connaît pas le dialecte, il arrive à se rappeler de la section, et en fait toutes les sections se mettaient ensemble. C'est tous les peuples qui sont réunissés pour avoir la totalité de l'histoire. Du lieu. Parce que la totalité de l'histoire sur 3000 km, ça serait compliqué, mais il faudrait imaginer que tous les peuples sur 3000 km chantent au même moment son bout d'histoire, qui peut durer une semaine, si tout le monde le raconte, et dans des langues différentes. Il n'y a qu'une personne qui pourrait entendre... Enfin, on ne pourrait pas entendre l'histoire entière. Il faudrait que la personne, elle parle toutes les langues qui est sur la route, et il faudrait qu'elle soit sur 3000 km en même temps, la personne... Non, enfin, c'est compliqué. Déjà, site par site, endroit par endroit, on pouvait recourir. Mais j'imagine qu'autrefois, telle année, ils allaient raviver le passage des ancêtres à cet endroit. Après, ils avançaient peut-être 800 km plus loin. Bon, voilà, maintenant, s'ils n'ont pas les 4x4, l'argent pour l'essence, va raviver un site qui est à 1000 km. Et ça, par contre, c'est pour les anciens, c'est une souffrance absolue de pas quand un site n'a pas été ravivé depuis 30 ans ou 40 ans. Il y a des moments comme ça où moi j'ai vu des vidéos, j'ai pas assisté à ça, mais maintenant il y a les compagnies minières qui viennent détruire des sites sacrés pour exploiter des minerais sur les terres aborigènes, et certains peuples aborigènes acceptent parce qu'ils touchent des royalties, et ces royalties leur permettent d'aller raviver, d'aller loin et de payer le voyage jusqu'à un site. Donc finalement, l'argent de la destruction de certaines terres permet aussi de récupérer des fonds pour aller raviver d'autres sites sacrés. Donc c'est un peu particulier quand même. Des fois, c'est même les compagnies minières qui payent le voyage
pour des anciens qui n'ont pas vu un site depuis très très longtemps. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est émouvant, hein. Quand tu vois des anciens qui revoient leur pays, qui pleurent, tu vois, c'est Oui. des émotions incroyables. Vraiment, c'est... Ouais. Donc, les Aborigènes sont extrêmement liés à la terre. D'ailleurs, si leur mission de vie, c'est quand ils arrivent sur Terre, je ne vais pas raconter le nombre de responsabilités qu'ils ont, mais en fait, on leur remet quand même, à travers leur nom de famille, à travers leur totem personnel, le totem de la nation, chacun est gardien d'un certain nombre de connaissances qu'il va accumuler au fur et à mesure des initiations. Et il va en être le gardien absolu jusqu'à la fin de ses jours, et il va devoir préserver ses connaissances, préserver la terre, mais ça veut dire aussi parler aux esprits, faire du bien aux esprits de la terre, rentrer sur un territoire d'une certaine manière, pas d'une autre. Ils sont vraiment responsables du vivant autour d'eux, de leur lieu de naissance. Et pour un aborigène, se défaire de ses fonctions, c'est impossible. Si tu fais ça, tu meurs. Vraiment, pour eux, c'est quelque chose de vital. Ils sont venus sur Terre pour préserver et continuer d'alimenter, de nourrir, de fertiliser ce lieu qui leur a donné vie, et ces ancêtres-là. Voilà l'importance pour eux de continuer à perpétuer cette vie-là. En fait, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Nous, voilà, si demain on salit, on désacralise notre terre ou notre cour, on va bien dormir. Eux, s'ils désacralisent leur lieu de naissance, sur le plan spirituel, ils en meurent, quoi. Ils déclenchent des maladies, tu vois, ils disparaissent. D'accord. C'est profond. C'est vécu à un niveau de... Est-ce que les jeunes de maintenant, ils sont aussi autant sensibilisés à cette cosmologie et cette importance de cette descendance ou pas ? En fait, il y a tellement de niveaux dans la société. Les aborigènes, ils sont à tellement de niveaux de la société que ça dépend où on se place. Si on se place... parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants volés aussi. Tu vois, il y a des descendants de générations d'enfants enlevés qui sont complètement assimilés et qui souffrent de ne pas plus être connectés à leur culture d'origine, d'avoir perdu leur langue, d'avoir perdu leur lien à la terre. Donc, ceux-là, souvent, sont des activistes, des artistes très engagés, justement, pour protéger les terres aborigènes. Donc, eux, il y a une conscience de récupérer les savoirs. Alors, c'est compliqué, parce qu'ils ne peuvent plus aller en cérémonie. Alors, voilà, ils font ça autrement. Si on est dans les communautés, par exemple... En 2019, je suis allée dans une communauté du désert de Tanamai, mais vraiment fin fond du désert. J'ai jamais vu un truc comme ça, hein. T'arrives là et t'es vraiment dans l'Australie profonde. J'ai vu des anciennes qui ont 80 ans qui chantent, comme je te dis, dans des langues qui n'existent plus. Elles s'en rappellent par contre. Elles savent ce que ça veut dire, hein. Mais les jeunes, elles ont perdu le lien avec ces anciens-là, ces anciennes. Elles ont honte d'aller danser dans le désert. Elles ont honte de se mettre nues parce qu'elles ont Netflix à la télé, quoi. Elles ont Netflix même dans le désert. Elles voient les films américains, les rappeurs, les rappeuses. Elles voient un no futur dans leur communauté. Elles sont désespérées. Elles sont entre deux mondes. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ces endroits-là où il y a une rupture totale. La jeunesse assimilée qui, elle, veut prendre les outils des Blancs pour défendre les droits des aborigènes et récupérer une forme de culture. Il y a même des métis qui vont contacter des anciens dans le désert pour se faire initier à l'ancienne, traditionnellement. D'ailleurs, j'ai fait un film sur ça, sur les initiations d'hommes. Le seul jeune qui est venu, c'est un métis. Donc, qui vit en ville, hein, mais qui est quand même très aborigène, hein, quand même. Il a une famille, des familles... En fait, c'est des grandes familles élargies, hein, donc il a des connexions dans le désert et tout, hein. Voilà, il y a des associations aussi, à des niveaux locaux, qui créent des applications pour les jeunes, pour essayer de les reconnecter à cette cosmogonie, mais par le biais de la technologie.
Tu vois, alors ils ont des jeux où voilà, il y a des sites sacrés, là, avec l'histoire, ils cliquent, ils ont l'histoire, ils ont le chant. Mais sincèrement, c'est super projet, hein. Mais les jeunes, ils vont le faire 5 minutes, et puis voilà, ils vont passer à autre chose, quoi. Mais voilà, il existe plein de choses qui sont faites Pour, pour reconnecter les jeunes à leur culture. tiens, Mais je pense pas qu'on revienne à ce que c'était autrefois. C'est un autre monde aujourd'hui. On recrée quelque chose. Mais en même temps, les aborigènes sont des peuples qui sont dans la réactualisation permanente. C'est pas... Voilà, il y a un truc important qu'il faut que je dise, c'est qu'il y a une vision très occidentale de penser que ils sont... Leur culture, elle est figée, quoi. Elle est figée dans le temps. Mais pas du tout, en fait. Parce que même dans les histoires du temps du rêve, moi, j'ai rencontré des peuples aborigènes qui m'ont dit, mais nous, Jésus, il fait partie du temps du rêve, en fait. Tu vois, donc ça veut dire qu'ils intègrent aussi des choses nouvelles qui arrivent. Et c'est tout ce qui existe, tout ce qui est visible, en fait, c'est rêvé par les ancêtres dans le temps du rêve en permanence. Et ça se réactualise. C'est pas un temps avant le temps du rêve, c'est un temps tout le temps qui continue et qui n'est pas terminé. Donc les ancêtres continuent de rêver notre monde. Donc forcément, notre monde, il est toujours en train de se réactualiser. Et les aborigènes, ils ont aucun problème avec ça, en fait. C'est pas... y a des chants anciens qui se transmettent. Oui, les histoires, comme elles étaient autrefois, je pense elles sont très codifiées. Et je pense pas que certains chants se transforment, surtout dans les langues qui ont disparu. On les change plus. Mais par contre, il y a des nouveaux chants, il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est pas une histoire et puis c'est tout. C'est des histoires qui arrivent, qui naissent, qui meurent, qui reviennent, qui sont réactualisées avec le monde aborigène d'aujourd'hui qui est très 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 riche. Parce qu'être aborigène, c'est une vraie question là-bas en Australie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être aborigène? Quand tu es blanc, que tu vis en ville, que tu as un nom anglais, alors que tu sais qu'au fond de toi, tu le sens que tu es aborigène. Tu le sais que tu as 4 générations avant, ta mère, elle a été, ton arrière-grand-mère, elle a été enlevée et que tu es aborigène. Donc voilà, tu es aborigène pas parce que tu as une couleur ou... Ils ont une maxime là-bas qui dit c'est pas parce que tu mets du lait dans du thé que ça n'en est pas moins du thé. Tu vois, tu peux rajouter du lait, tu seras toujours du thé. Ça sera toujours du thé. Donc c'est pareil chez eux. Ils disent moi je suis aborigène. Même si je suis blanc avec les yeux bleus, je suis aborigène. Et c'est ça, être aborigène aujourd'hui. C'est peu importe si tu as des champs qui ont 80 000 ans ou si tu es en train de créer une nouvelle application pour aider les jeunes de communauté justement à se reconnecter à leurs rêves, même si c'est pas le tien. mais c'est aussi ça le futur en final. C'est ce mélange. Ouais. Parce que comme ça permettra aussi de renouveler et de retrouver ses rites et ses rituels. Ça sera plus les mêmes, mais Ça sera différent. Oui, ça sera différent. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce qui est beau aujourd'hui, c'est cette jeunesse aborigène qui maintenant va à l'université. Il y a des cours et puis qui reviennent dans leur communauté après. Qui deviennent médecins et qui vont travailler dans les hôpitaux et viennent avec font intervenir des guérisseurs traditionnels dans les hôpitaux. Il y a ça aussi maintenant. Et est-ce que tu as eu une rencontre avec un guérisseur ou avec une personne qui t'a marqué pendant tout ton séjour, pendant tous tes séjours différents Alors, j'ai toujours tous mes séjours, il y a quelqu'un qui m'a marqué, mais beaucoup de guérisseurs. J'en ai une expérience aussi. Oui, plein. Bah ouais, plein. En fait, la plus... Après, celle qui m'a le plus touchée, elle est un peu dure, mais bon, je vais raconter celle-là parce que bon, c'est vrai que j'ai tourné avec 2 mois et demi avec des hommes dans le bush qui faisaient des initiations. Ces initiations étaient menées par un grand guérisseur traditionnel qui a été initié par les peuples du Dingo. Il a été reconnu dans l'enfance comme chaman. On ne dit pas chaman là-bas, mais comme capable de voir et de parler aux esprits. Bon, moi, je l'ai vu agir, en effet. Il a des états de transe, tu sens l'énergie, le pouvoir. Il appelle ça le pouvoir, lui. Cette énergie cinétique, en fait, que tu bouges quand tu es en transe, tu vois. Impressionnant, quand même. Bon. Alors, lui, je l'ai vu pratiquer. Moi, j'ai pratiqué sur lui. Il m'a montré comment pratiquer. Bon, un des outils principaux des guérisseurs traditionnels aborigènes, c'est le balayage. La technique du balayage qu'on connaît, c'est d'extraire le mal. Voilà. En balayant.
Alors, il y a des chants et tout, moi, je les utilise pas, mais... donc, j'ai fait aussi cette expérience-là avec des guérisseurs 2 qui sont venus sur moi pour me faire ce soin-là. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, mais c'était quand même intéressant parce qu'ils lisaient mon aura, donc ils voyaient là où j'avais des trous énergétiques, et ils ne sont pas plantés du tout. L'expérience la plus incroyable, c'est moi, à l'époque, pendant des années, j'étais obsédée par avoir un enfant parce que j'ai pas d'enfant. J'ai eu ma phase d'obsession et ça venait jamais. Et je suis retrouvée ma tante aborigène. Quand je dis ma tante aborigène, c'est une aborigène que j'ai filmée et que j'ai revue pendant des années et qui m'a donné le statut de sa nièce. Voilà. Elle m'a donné un nom et je suis sa nièce. Et je l'ai retrouvée en 2019 et je lui ai demandé si elle voulait pas faire un soin de fertilité sur moi. Et elle m'a dit bien sûr, c'est une de mes spécialités. On a un site sacré dédié pour les femmes pour ça. Je t'y emmène ce soir. Elle a récolté les plantes et tout. Elle m'a fait une cérémonie de fumigation. Elle a fait l'appel aux esprits. Elle a prévenu les esprits de la terre qu'elle était là, ce qu'elle allait faire, qui j'étais, pourquoi elle le faisait et tout. Elle a prévenu tout le monde. En langue et tout, traditionnel. Vraiment, je l'ai filmé, ça. Voilà, tout s'est bien passé. Elle me dit que quand le feu crépite, c'est que ça va marcher, etc. Les esprits répondent. Elle m'a dit qu'il y avait aussi une ancienne qui avait beaucoup de pouvoir, qui allait chanter un chant de loin pour moi, pour que ça marche. Bon, en gros, elle me dit, tu rentres chez toi, t'es enceinte. Je suis pas tombée enceinte. Par contre, au niveau chamanique, je peux te dire que ça a dépoté sur la... C'était dur quand même. Hein. Alors, il y a des gens qui disent... Ça a dû nettoyer pas mal de choses. Oh là là. Mais à un moment, j'ai dû dire, je veux arrêter de nettoyer la lignée, en fait. Je l'ai perçu comme ça, ça s'arrêtait plus. Et des gens me disent, ça s'est mal passé, elle était pas... Je sais pas, je m'en fiche, c'était mon chemin. Voilà. Mais en tout cas, des hémorragies, mais truc de fou. Un œuf noir dans le frigo. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai l'idée d'aller me faire une crêpe parce que je perds trop de sang, donc je vais me faire une crêpe. J'ai l'idée, tu vois. Il me reste un œuf, merde, alors je peux pas me faire une crêpe. Bon, bah tant pis, j'en fais avec un œuf. Je le craque, il est noir. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça assez lourds. Oui, c'est ça que j'ai pas raconté. Tu vois, j'ai évité le truc le plus dramatique. En fait, je rentre et je venais d'adopter un chien. Un chien, un bébé chien, il avait 6-7 mois, un chien noir. Et ce chien, bon voilà, je le confiais à mon copain de l'époque, il a un accident, il se fait renverser par une voiture. Au moment où je rentre d'Australie, après le soin, quoi. Bon, ça m'a bien traumatisée. Moi, j'avais prévu, sans le faire exprès, une séance d'hypnose par une femme formée par un médecin, un guérisseur aborigène, une technique traditionnelle d'hypnose. Elle a été formée en Australie et elle faisait ça à Paris. Et j'avais prévu, avant tout ce qui s'est passé là, j'avais déjà prévu la séance pour essayer. Et elle est arrivée juste après le drame, la séance. Elle était calée après le drame. Donc pour te dire, hein, des mois avant ce qui s'est passé, j'avais prévu la séance qui est arrivée au moment. Voilà. Donc j'arrive dans un état lamentable, en pleurs parce que j'avais perdu mon chien. Et en fait, on fait tout un travail. Et en fait, c'était le 3e chien que je perdais dans les mêmes circonstances. Hein. Donc c'était un schéma répétitif. Et on remonte à une mémoire, effectivement, d'enfant qui avait eu cet accident de voiture, nanani, nanana. Moi, j'avais pas eu d'enfant parce que les chiens remplaçaient un peu parce que je savais que j'avais peur de reproduire le drame quelque part inconsciemment. Et donc, j'avais des chiens, mais ils vivaient toujours le même truc. Tu vois, en fait, elle m'a fait sortir ça. Ce soin m'a fait sortir cette mémoire. C'était intense. Hein. Et dans le cheminement du truc, un jour, après la séance d'hypnose, elle me dit, attention, parce qu'après ces séances, c'est dur... Chez les aborigènes, on pense que quand un animal ou quelque chose est mort à cause de toi, il peut revenir te parasiter, il peut continuer sa vie en toi. Elle m'a dit, le chien risque de revenir te posséder, donc voilà, bon, fais attention, tu vas t'en sortir. Alors, ça n'a pas loupé, hein, vraiment. Hein. Le chien, il m'a possédé, bon, j'ai fait des rituels, je lui ai dit de partir, bon, j'ai réussi à le libérer. Et après la libération, j'ouvre... par hasard encore, ou l'idée, si j'ouvrais un livre anthropologique pour aller un peu plus loin sur des choses que je connais pas, sur les aborigènes. J'ouvre le livre, je tombe sur le chapitre « Le chien noir ». Je cite, c'est un livre de Barbara Glowacki, qui est une très grande anthropologue. Et là, il est décrit que quand on perd un chien noir, chez les aborigènes, c'est un karma qui se libère. Bon voilà, j'irai pas plus loin, parce que ça fait un peu long comme histoire. Mais de toute façon, tu en parles aussi dans ton livre, je crois. Mais voilà, enfin... C'était le premier livre. Tu vois, pour te dire, j'ai déposé des trucs quand même. Très personnel.
Ouais, et en même temps, c'est pour montrer à quel point les énergies, le travail énergétique et le travail initiatique, bon, il peut être intense des fois, mais voilà, ça marche. Oui, Ça marche. c'est jamais anodin. Puis on est bien après. Hein. C'est Ça ça. va mieux après. Ce qu'on peut voir. Bon, enfin, ça dépend. Vous voyez pas tout, là? Non, si, ça va. Non, bah, depuis ça, c'était quand même le gros morceau. Mais pour te dire qu'un petit soin, tiens, on va faire un petit rituel de fertilité sur une terre aborigène. C'est jamais anodin, ça, je veux dire, je reviens, mais Ah, il y a un moment, tu fais attention à ce que tu demandes après, tu vois? il y a tout, là, il y a vraiment les ancêtres, tous les ancêtres qui, en plus, c'était un lieu sacré, donc en plus, c'était chargé. Ah ouais. Donc, tout le Ouais, monde te mais moi, regarde. j'ai une forme d'inconscience quand même. Je me rends pas à quel compte, je le sais intellectuellement, mais je me rends pas compte à quel point le nombre de rituels qu'il y a eu sur cette terre depuis des millénaires. Mm. Et c'est sûr qu'il y a du monde là. On n'est pas seul. On n'est pas tout seul. Je veux dire, je suis complètement. Des fois, je suis allumée. Hein. Bon, bref. Après, les hémorragies continuaient. Et puis à un moment, je me suis dit. Non, mais vraiment, j'étais. Franchement, j'aurais pu mourir. Parce que j'avais perdu, je sais pas quoi. J'étais maigre. J'avais perdu. J'étais anémiée. Je me rendais même pas compte. Moi, je partais tranquille sans me rendre compte. Hein. C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a gavé après, qui m'a fait manger et qui m'a aidé. Hein. Mais je me rendais même pas compte que j'étais tranquillement en train de m'en aller. Bon, il y a eu quand même ce moment où j'ai dit non, maintenant, j'ai parlé vraiment de face à face à un monde ancestral. J'ai sur mon lit, j'ai dit face à face. Hein. Là, maintenant, il faut que ça s'arrête. En fait, j'ai pas envie de libérer tout le passé. J'ai verbalisé. Et ça a été un tournant dans ma vie aussi, parce que moi, j'ai du mal à verbaliser quand même. Ça met des années avant que ça sorte. Et donc là, c'est sorti. Et après, j'ai plus jamais eu de problème. Voilà, ça s'est arrêté. Et puis alors, je cherche même plus, je demande plus rien. Hein. Que des choses douces. Alors, dans ton livre, tu parles aussi d'âme, de cycle et de mémoire. Comment les aborigènes voient l'âme ou comment ils matérialisent ça en fait? S'ils parlent de comme nous dans l'Occident, on parle de l'âme, on parle. Est-ce qu'ils ont une distinction aussi claire et précise que ce que c'est que l'âme pour eux en fait? Ben, en fait, oui. Alors, pareil, il y a les aborigènes assimilés qui vont avoir une facilité à en parler un peu comme nous. Hein, mais traditionnellement, en fait, déjà, nous, ce qu'ils disent, c'est qu'on a perdu la capacité de faire partir l'âme de la bonne manière quand on a un défunt. Parce qu'on n'a plus de chaman comme eux qui fait ce travail-là. Parce que les guérisseurs, là-bas, font aussi le travail et là, pendant les enterrements, pour que l'âme, elle parte dans les bonnes dimensions. Et l'âme, pour eux, il y a 3 parties, en fait. Il y a la partie, c'est ça qui est fantastique, que j'adore. En fait, elle est composée de, on va dire, 3 substances. Une substance qui est liée à la part végétale ou animale qu'on a en nous. Donc, chez eux, c'est la part animale ou végétale qui sont leur totem, dont ils sont le gardien. Il peut en avoir plusieurs. Hein. Et ce qui veut dire que nous aussi, quelque part, on est gardien d'une part végétale et animale, et on la porte en nous, parce qu'il n'y a pas que les aborigènes, forcément. Moi, ça m'a fait poser question. Je me suis dit, mais si eux, ils renvoient à la mort, ils renvoient la part végétale et animale dans sa dimension, hein, la dimension du monde certainement élémentaire, hein, on va dire. Ça veut dire que nous aussi, on en a une. Voilà. Bon, moi, je me suis demandé c'était quoi ma part totémique animale et qu'est-ce que j'ai en moi. Bon, après, j'ai eu des réponses. Hein. Mais voilà, ça aussi, ça a permis de faire un point sur moi, au niveau énergétique, qui je suis aussi. Ensuite, quand le guérisseur libère l'âme, il libère cette part, il la renvoie avec des chants, avec un protocole à lui, hein, dans sa dimension, pour qu'elle parte au bon endroit, qu'elle ne soit pas là à traîner sur la terre comme une âme en peine. Il y a la partie divine qui repart directement à la lumière, là où il y a le monde des ancêtres dont je parlais tout à l'heure, des forces cosmiques qui sont à l'origine du monde, qui rêvent le monde et qui continuent de le rêver. Donc on va dire que c'est la dimension de Dieu pour nous, la dimension divine, là où il y a le plus... ce sont les archétypes, quoi. Et il y a la part qui est attachée au matériel, à la dimension humaine. Donc tout ce qui relie l'humain à ses attachements, son ego, etc.
Et s'il n'y a pas le guérisseur qui fait ce travail-là, et ben en fait, c'est cette part-là qui vient nous hanter. Et Ouais. celles qui sont pas. Et c'est pour ça que nous, certains disent qu'il n'y en a plus. Bon, bref, il y a beaucoup de théories sur ça. Moi, j'en sais rien. C'est vrai que je me fais plus parasiter comme avant, mais normalement, voilà, si on libère pas cette partie, cette matière énergétique qui est liée aux attachements, si on la met, on renvoie pas dans sa dimension, là où elle est censée aller, eh ben, elle reste sur Terre, elle reste collée. Et en fait, elle s'amalgame, quoi. Et au bout d'un moment, il y en a tellement qu'on est pollué. Et donc, certains aborigènes disent, ou j'ai entendu dire, que cette pollution qui est amalgamée, de ce qui n'a pas été libéré de l'humain, en fait, ben, c'est aussi ça qui crée de la pollution sur la Terre. Ça crée de la pollution psychique, donc forcément, ça va créer de la pollution écologique. Donc, tout est lié. Donc là, ça fait réfléchir. Tout à fait. Mais ce que j'apprécie dans ce que tu te racontes, c'est que j'avais jamais pris conscience comme quoi on a bien une part végétale et si on le fait de l'envoyer dans la partie végétale dans l'au-delà, bah ça il y a une cohérence en fait dans tout quoi. Et c'est intéressant comme vision et de visualisation parce qu'on n'est pas juste d'accord, on fait partie du tout. Exactement. Et c'est toc, un petit bout de là, un petit bout de là parce que ça on constitue en un en fait. C'est des dimensions. Alors Ouais. après, je sais pas où ça se trouve. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, après, c'est tout dans l'énergétique. Et du coup, ouais, il y a ces 3 degrés de dimension avec pour les aborigènes. Il y a le monde humain, il y a le monde divin, et puis il y a le monde visible, quoi, les astres, les animaux, les éléments. Voilà, il y a ces trois univers qui cohabitent. Et dans les cérémonies, on travaille avec les 3. Et pas que dans les cérémonies, même dans leur organisation familiale. C'est-à-dire, je vais pas parler de ça, parce que là, là, c'est plus qu'endormir les gens. Je vais faire un burn-out à tout le monde, mais dans leur façon de se relier à la famille, tout est inclus. Hein. Donc, grâce à un nom de famille que tu es relié à certains arbres, à certaines pierres, enfin, certains D'accord. animaux, et tu as la responsabilité de ces choses-là. L'esprit et le souffle vital, comment on les voit en fait? L'esprit, tout ce qui est esprit, le souffle vital, comment ils les perçoivent en fait dans leur tradition? Leur vision n'était pas du tout altérée quoi, par nos sociétés et leur façon de voir les choses et d'exprimer. Et donc, ils parlaient d'une force vitale qui n'est pas comme nous, on pense beaucoup. Nous, on dit qu'elle est beaucoup là. Bon. Eux, c'est vraiment dans le ventre. Le ventre est d'une très très grande importance. Ça, même si ils ne l'ont pas exprimé avec un terme comme je suis en train de le dire là, ça, je l'ai rencontré un petit peu partout chez les aborigènes. Ils entendent avec le ventre, ils écoutent avec le ventre. Donc, ils reçoivent les intuitions dans le ventre. Ils ont les informations à travers le ventre. Donc, leur cerveau, quelque part, c'est plus là. Et cet anthropologue parlait, lui, d'un peuple aborigène qui parlait de la Kundalini comme des feux arc-en-ciel. Donc, quand ils avaient froid, en fait, ils activaient les feux arc-en-ciel. Mais en fait, c'est les chakras. Et il disait que la puissance, ces peuples-là, qu'il avait rencontrés lui autrefois, que la puissance était située à 4 doigts en dessous le nombril pour activer cette énergie vitale. Donc, il y a à la fois cette énergie vitale qui nous ramène à cette idée de Kundalini, et à la fois ce cerveau qui est situé dans les entrailles, quoi. Les neurones sont là, quoi. Est-ce qu'ils en parlent de l'ego? Est-ce qu'ils voient, est-ce qu'il y a une représentation de chez eux ou une symbolique ou c'est encore très occidental? Un truc qui peut ramener à ça, c'est que ce qui revient souvent quand ils rencontrent les Occidentaux, et moi je m'en suis pris plein la tête aussi, hein, c'est tous, hein, toutes les communautés que j'ai traversées, tous les peuples, la même chose revient, c'est tu écoutes. Des fois, ils te disent, mais écoute, arrête de parler. Parce que nous, on mouline trop, quoi. On pose des millions de questions, les Occidentaux, quand on arrive. Donc, c'est plus leur façon de dire, je pense. Parce que eux, l'écoute, c'est primordial. C'est un manque de respect total de poser des questions, en fait. Nous, on arrive avec notre façon d'être, on pense qu'on s'intéresse à eux, on leur montre qu'on s'intéresse à eux, mais en fait, eux, là, c'est carrément un manque de respect de poser des questions. Donc souvent, très souvent, ce qu'on pense nous être bien, même regarder dans les yeux, eh ben, c'est un manque de respect. Voilà, donc moi, ce qui est revenu le plus souvent, c'est l'écoute, même aux jeunes, hein, les anciennes et les anciens, quand ils apprennent aux jeunes,
les jeunes, ils bronchent pas. Ils écoutent parce que l'enseignement ou le chant, il peut arriver d'un coup. Donc il faut vraiment pas être, il faut être attentif parce que tu vas l'entendre une fois et tu l'entendras pas deux fois, ce qui va te revenir. L'initiation, c'est aussi ça, hein. Mm. C'est quand l'ancien d'un coup il se met à chanter le chant et c'est pas prévu, hein. Et donc quand tu le reçois, il faut t'en souvenir. On va pas te le répéter 3 fois. Donc c'est une façon d'être chez eux, d'écouter, mais c'est pas écouter comme on est en train de faire nous. Oui, d'accord. Tu es à l'écoute de tout, quoi, de ce qui se Être dans le passe. présent, en fait. Voilà, tout simplement. C'est le peuple du moment présent. Comment tu vois cette vision qui se projette devant toi et avec tout ce bagage, tout ce ressenti que tu as vécu pendant tes reportages, pendant tes tournages qu'est-ce qui t'a... Voilà, c'est quoi le recul maintenant et comment tu te projettes dans le futur avec tout ça? Ben maintenant, je comprends vraiment que j'étais poussée, mais maintenant, j'ai plus de doute du tout. Mais il y a un monde ancestral derrière moi, mais que j'entendais pas. Vraiment, je voyais pas, quoi. Et maintenant, il est clair. Il y a vraiment derrière il y a des grands mecs comme tu as mis sur la photo, là, avec des grandes lances, des géants, là, qui foutent bien les jetons, là. Non, mais il y a des puissances. Voilà, qui me dirigent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je suis complètement poussée par quelque chose qui est au-delà de moi. Alors qu'avant, je ne voyais pas ça. C'était moi qui cherchais toujours à faire un truc. Là, maintenant, je sais que les choses feront. J'aurai l'impulsion quand il faudra faire un truc, à quel moment. Et en fait, moi, ça va m'apporter un bien-être total parce que de plus être dans le mental, de plus être dans la projection, la peur de ne pas réussir à faire quelque chose, ça a changé toute ma vie, au final. Alors, je trouve un équilibre en moi parce que je sais que je suis le flow. Et en suivant le flow et ce que les ancêtres ou là où les ancêtres m'orientent, ben, je sais que c'est le chemin. Et je suis toujours surprise par là où je suis guidée, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible, j'aurais jamais pu prévoir ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. Déjà, avec les aborigènes de base, mes films, quand j'y allais, je prévoyais, parce qu'il faut obtenir des séquences et des images, hein. Et tu sais qu'avec les aborigènes, c'est pas. Tu vas te faire, tu vas te faire lâcher, tu obtiendras jamais ce que tu veux. Donc moi, je prévoyais, allez, 10 plans. Allez, si je rate cette séquence, je la remplace par celle-là. Si je rate celle-là, je la remplace par des séquences équivalentes. Je trouvais plein d'équivalences pour essayer de... Jamais j'ai fait le film que je voulais. Jamais. Et c'est ça, à chaque fois, c'était des leçons incroyables de lâcher prise. Au final, quand le film apparaissait tout le temps, mais c'est jamais moi qui l'avais mené. C'était toujours les aborigènes. Et je me suis dit, c'est ça la plus grande des leçons. C'est qu'à un moment, arrête de réfléchir, arrête de te faire des plans. De toute façon, il y aura un résultat et il sera celui qui doit être. Et maintenant, je vis pratiquement que comme ça, hein. Mais j'ai beaucoup moins de stress, hein. Il y en a toujours. Mais avant, c'était j'étais au maximum du stress. Maintenant, je suis au minimum. Enfin, minimum. Allez, on va dire moyen. Ça dépend des périodes. Mais voilà, c'est beaucoup plus... Puis la vie est plus surprenante. Et puis, on se laisse... je retrouvais mon âme d'enfant aussi. Parce que du coup, je me laisse surprendre par des situations que j'aurais jamais pensé vivre. Et du coup, je me dis, c'est génial de pouvoir encore être surprise comme ça, comme une enfant, et regarder le chemin et se dire, ah bah dis donc. Tu peux nous raconter une anecdote sur sur ce lâcher-prise que tu as eu à un moment donné pendant le tournage? Je sais pas si j'en ai réellement réussi à en avoir pendant le tournage, mais je crois que le truc qui m'a fait le plus mal, c'est lâcher l'argent, quoi. Tu vois? Parce que j'avais très peu d'argent pour faire mes films. Et les aborigènes, ils s'en foutent complètement du matériel. Donc, à chaque fois, je dépensais plus que ce que j'avais. Je veux dire, avec les aborigènes, je ratais mes avions. Des fois, je payais 2 billets. Vraiment, lâcher la peur de perdre. C'est pas l'argent, c'est la peur de perdre ou de pas avoir assez. Et ça, à un moment, ouais, je l'ai lâché. Et là, ça fait du bien. En fait, c'est toujours des peurs, quoi. Donc, c'était plus ça qui m'énervait. Mais j'ai pas de sous. Puis finalement, bah, tu râles encore. Tu vas encore payer encore plus cher. Tu vois, parce que les situations faisaient qu'à un moment donné, fallait toujours... parce que je payais de ma poche, moi, en plus, hein. Donc, voilà. Non, bah, j'ai pas... Là, comme ça...
Le plus gros lâcher-prise. Ou pas lâcher prise, mais une anecdote où d'un coup, tu arrives, il n'y a personne. Ah oui, bah oui, ça, oui, ouais. Ça m'est arrivé. Parce qu'il y avait un enterrement. Et voilà, pareil, moi, je suis là, je vois ma petite interview à telle heure. Et là, vraiment, t'es le fin fond du désert, au milieu de l'Australie. Et les aborigènes, c'est vraiment des très, très traditionnels. C'est les dernières communautés les plus traditionnelles d'Australie, hein, vraiment. Et ma tante aborigène, elle me donne rendez-vous, mais 10 fois. Puis à chaque fois, j'y crois, mais à chaque fois, il y a personne, quoi. Bon, ben, un jour, le plus surprenant, c'est ça, c'est que la ville était vide, voilà, c'est ça. C'est que c'était le premier tournage avec ma copine, là. Et je vais à mon premier rendez-vous, interview et tout, je suis à l'heure. Et puis j'arrive dans une ville qui était pleine la veille, hein, mais pleine, mais d'une foule. En fait, c'est une bourgade au milieu de l'Australie. Il y a une route qui traverse l'Australie du nord au sud. Et au milieu, tu as cette petite bourgade là, avec sur le bord de la route, là où s'arrêtent les mineurs. Et pour se déshydrater, il y a des bars, quoi. Tu vois, des petits motels, des bars, et puis c'est tout. Et là, le soir, c'est fou, c'est noir de monde. Et donc, le lendemain, j'arrive, et puis la ville est vide. Mais je veux dire, comme dans les westerns, tu vois, avec Oh. tu sais, l'herbe qui roule, là, qui traverse. Rien. Et là, je comprends rien. Et puis, c'est le gars du motel qui nous dit, mais ils sont tous partis à un enterrement, là, ils vont pas revenir. Il n'y a plus personne, quoi. Je me suis fait planter, bref. J'ai pas eu mon interview. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Ouais, mais ça prend à lâcher prise, là. Ouais. Puis, ouais. Enfin, le temps. Non. Une fois, j'ai attendu 15 jours, une interview de 15 minutes. Ça c'était dur, hein, ouais. Il y a eu des moments durs. C'est quelqu'un qui fuyait tout le temps, un aborigène, parce que l'histoire était tendue quand même. C'était une histoire de déchets nucléaires. C'est des familles prises dans un truc politique très dur, très violent. Enfin, il y avait 12 millions de dollars dans l'histoire, et il y avait une famille qui avait pris l'argent. Enfin bref. Moi, je voulais interviewer le mec dont la famille a pris l'argent. Mais voilà, toujours en toute naïveté, inconscience, moi, toujours avec... Mais oui, moi, je vais faire mon interview. Bon, là, l'occidental, quoi, qui arrive. Et le mec, à chaque fois que je m'asseyais à côté de lui, il s'en allait. Et j'avais un copain à lui qui me disait si, il le faut pour ton film, lui, il le faut, je te jure, il te le faut, vas-y, va le voir. Et à chaque fois, le gars, il me poussait. Alors, je retournais m'asseoir à côté de lui, et il partait, il me l'a fait, ça, pendant 5 jours. On était sur un événement commun. Manque de bol pour lui, et il partait dans le même avion que moi, à la même heure, pour une Darwin. Et là, je lui ai donné mon numéro, il m'a dit, t'es vraiment un insecte, toi. Bref, il m'a donné une interview de 15 minutes, top. 15 jours, j'ai mis. T'as un message en final pour Supraconscience, pour les auditeurs de Supraconscience. Qu'est-ce que ça... Quel est le message? C'est toujours le même, moi. Depuis des années, je dis le même message. Mais c'est pour moi, c'est ma référence, c'est ma façon de vivre. C'est de croire en ses rêves, mais pas juste ses idéaux, mais de croire au monde du rêve. Parce que nos rêves, que ce soit nos projections de conscience ou nos rêves la nuit, tout ce qui est dans cet espace-temps, eh ben, se manifeste sur la Terre, quoi. Donc, voilà, prenez conscience que le rêve, à un moment, il est à l'état immatériel, mais à un moment, il se matérialise. Hein. C'est le monde aborigène qui le raconte le mieux. Donc, croyez en ces rêves-là et manifestez les plus beaux. Et la dernière question que je pose à tous mes auditeurs pour Supraconscience, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le mot conscience? Comment tu le vois? Comment tu le vis? Qu'est-ce que c'est j'appelle ça ce grand mot qui veut dire plein de choses, mais pour le démystifier, quelle est ta définition et comment tu la vis? Comment tu vis cette conscience, en fait? Moi, là, alors, moi, j'ai des visions animales. Alors, du coup, là, pour moi, j'ai une image de cette conscience universelle qui est pour moi un monde, un univers, un global. Mais c'est une araignée. Alors, je vous balance une grosse image d'araignée, là. L'araignée cosmique, pour moi, c'est ça la conscience universelle. Elle a cette forme-là, comme une araignée, et elle tisse toutes les fils, toutes les matrices de l'existence, et toutes les dimensions du temps sont issues de cette araignée géante
source de toute vie. Et quelle couleur, cette araignée? Elle est noire. Parce que pourquoi noire? J'en sais rien. Enfin, j'ai toujours Non. une explication. Je suis en bonne Gémeaux. Je la vois noire, mais en fait, le noir, c'est toutes les couleurs réunies. Mm. Voilà. Et comment tu la vis dans ta vie de tous les jours? Ça me fout la pétoche. Voilà. Cette conscience, ça me fout la pétoche. Bah, c'est pas cette conscience-là, mais c'est vrai que elle est tout le temps dans ma vie. Bah, d'ailleurs, elle m'a sauté dessus en Australie, vraiment physiquement, cette araignée-là. Enfin, Ils sont assez gros, c'est ce qui paraît. Oh, punaise. C'est un totem. En fait, c'est un totem pour moi. Ouais. Mais elle a plusieurs. Comme tout dans la vie, il y a l'expression la divine et l'expression la plus basse. Donc, moi, pour moi, j'essaye de la regarder comme l'araignée qui crée la vie, qui crée les liens, qui tisse les liens entre les gens, voilà, et qui tisse les matrices du monde, des paysages. Voilà. Je la vois comme une entité magnifique. Mais dans ma réalité quotidienne, j'ai peur des araignées. Voilà, il y a certainement la peur de prendre ce pouvoir en main, peut-être. Tu vois, ce pouvoir de manifester la plus belle expression de ce totem-là. Voilà. Donc de toi-même. Tout à fait, voilà, de moi-même. Donc c'est un travail, c'est un chemin, voilà. C'est un chemin avec plein d'expériences différentes dans notre vie. Oh, punaise. Ouais. Alors, moi, on voit parce que t'as pas trop la fin du sud. Là, il est ressorti. Il est sorti un petit peu. Ah, parce que l'araignée, là, ça y est, tu m'as lancé sur un truc. Oui, mais c'est toi qui as amené cet animal. Oui, mais pour moi, c'est l'image de la conscience globale. Bah, merci beaucoup, Vanessa, pour cette rencontre. Moi, j'appelle ça rencontre parce que j'aime bien cette rencontre d'âme à âme et d'animal à animal. Mais c'est très intéressant, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les peuples, les peuples premiers d'Australie. Ouais. C'est une culture qu'on ne connaît pas suffisamment, je trouve, parce que c'est très loin, et peu de monde en parle, au final. Pour moi, ou alors de façon très scientifique, ouais. ou trop angélique, on montre qu'un côté exotique. Donc c'est vrai que là, j'essaye d'être simple. Enfin, j'ai été parce qu'il y a cette simplicité qui m'était donnée à ce moment-là pour exprimer les choses. Voilà. Donc je remercie aussi les ancêtres, passés, présents, futurs des terres australiennes et puis de nos terres. Et bien encore merci. De rien. Merci à toi. Merci. À bientôt.